Chapitre 4 L'élan. J'aimerais vous présenter un très bon ami à moi. Cet ami, qui est aussi un proche de Bill Gates, de Steve Jobs, de Richard Branson, de Michael Jordan, de Lance Armstrong, de Michael Phelps et de tous ceux qui sont particulièrement performants, va influencer votre vie comme vous ne l'auriez jamais cru possible. Je veux bien sûr parler de l'élan. L'élan est sans aucun doute l'un des facteurs les plus puissants et les plus énigmatiques de la réussite. On ne le sent pas, on ne le voit pas, mais on sait quand on l'a. Il n'est pas présent à chaque occasion, mais quand il l'est, c'est dingue. Il peut vous catapulter vers d'autres stratosphères, et, une fois que vous l'avez de votre côté, presque plus rien ne peut vous arrêter. J'ai hâte que vous découvriez ce chapitre, car lorsque vous mettrez en œuvre les idées que je vais vous présenter, elles vous rapporteront 1000 fois plus au minimum que ce que vous avez payé pour ce livre. Je suis sérieux, il s'agit là d'idées particulièrement efficaces. Savoir saisir l'élan. Si vos cours de physique du lycée évoquent encore en vous quelques vagues souvenirs, un peu quand même, non ? Alors vous vous souvenez de la première loi de Newton, également connue sous le nom de loi de l'inertie. Un solide au repos tend à rester au repos, à moins d'être animé par un mouvement, et un solide en mouvement tend à rester en mouvement, à moins d'être stoppé dans son élan. Autrement dit, les paresseux vautrés sur leur canapé tendent à rester vautrés sur leur canapé, et les gens performants, ceux qui sont dans une dynamique du succès, continuent de se bouger les fesses et de réussir de mieux en mieux. Il n'est pas si simple de prendre de l'élan, mais une fois lancé, chaud devant. Vous souvenez-vous quand vous faisiez du tourniquet enfant, vos copains s'installaient dessus et vous encourageaient bruyamment pendant que vous vous acharniez à lancer le tourniquet qui pesait 1 tonne. Le plus difficile était toujours de le mettre en branle. Il fallait le pousser avec force, en grimaçant et en y mettant tout votre poids. 1 pas, puis 2, puis 3. Vous n'aviez pas l'impression d'avancer. Après un effort démesuré qui semblait durer une éternité, vous réussissiez enfin à lui faire prendre un peu de vitesse. Vous couriez à côté de plus en plus vite, et vos copains criaient de plus belle pour obtenir la vitesse désirée en tirant dessus de toutes vos forces. Jusqu'à ce que vous y arriviez enfin. Vous sautiez sur le tourniquet pour rejoindre vos copains, et comme eux, avoir la joie de sentir le vent sur votre visage et de voir le monde extérieur tournoyer en un tourbillon de couleurs. Au bout d'un moment, quand le tourniquet commençait à ralentir, vous sautiez à terre et vous remettiez à le tirer en courant un instant pour lui faire reprendre de la vitesse, ou vous le poussiez simplement un bon coup pour qu'il reparte, et hop, vous ressautiez dessus. Une fois que le tourniquet avait pris suffisamment d'élan, il était facile de garder le mouvement. Il en va de même de tout changement. Vous commencez par un petit pas, une action à la fois. Vous progressez lentement, mais une fois la nouvelle habitude lancée, l'élan est là pour vous pousser et vos succès et vos résultats se cumulent à toute vitesse. C'est la même chose au lancement d'une fusée. Elle utilise plus de carburant durant les premières minutes de vol que pendant tout le reste du trajet. Pourquoi ? Parce qu'elle doit rompre la pesanteur. Une fois qu'elle y est parvenue, elle peut se mettre sur orbite. Le plus difficile donc est de décoller. Les vieilles habitudes auxquelles vous étiez conditionnés ressemblent à l'inertie du tourniquet et à la pesanteur. Vous avez tendance à vouloir rester au repos. Il vous faudra beaucoup d'énergie pour rompre votre inertie et lancer votre nouvelle entreprise. Mais, une fois lancé, vous serez difficile à arrêter, voire imbattable, et vous obtiendrez des résultats plus satisfaisants sans avoir à fournir autant d'efforts. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les gens qui réussissent ont tendance à réussir encore plus ? Pourquoi les riches deviennent encore plus riches, les heureux encore plus heureux, les chanceux encore plus chanceux ? Parce qu'ils ont l'élan, et parce qu'un bonheur ne vient jamais seul. Mais cet élan fonctionne des deux côtés de l'équation. Il peut marcher en votre faveur ou contre vous. Puisque l'effet cumulé marche à tous les coups, vos habitudes négatives. Si vous baissez la garde,
peuvent elles aussi provoquer un tourbillon de circonstances et de conséquences malencontreuses. C'est ce qui est arrivé à notre ami Bruno du chapitre 1. Quelques mauvaises habitudes lui ont fait prendre 15 kilos, qui, à leur tour, dans un élan de négativité, ont eu un impact sur son emploi et son mariage. Selon la loi de l'inertie, un solide au repos tend à rester au repos. Ça, c'est lorsque l'effet cumulé agit contre vous. Plus vous passerez de temps assis sur votre canapé à regarder mon oncle Charlie à la télévision, plus vous aurez de mal à vous en extirper. Alors, commençons tout de suite. Comment provoquer cet élan positif ? En vous y préparant, en vous conditionnant, c'est-à-dire en appliquant ce que nous avons mentionné jusqu'à présent. Faire des choix axés sur vos objectifs et sur vos valeurs. Mettre ces choix en action à travers des comportements positifs. Répéter ces actions positives suffisamment longtemps pour qu'elles se transforment en habitude. Appliquer une routine et un rythme à vos activités quotidiennes. Les respecter suffisamment longtemps. Et là, bingo, l'élan frappe à votre porte et plus rien ne peut vous arrêter. Pensez au nageur Michael Phelps, 8 fois médaille d'or au JO d'été 2008 de Beijing. Comment a-t-il réussi pareil exploit ? Aidé de son entraîneur Bob Bowman, Phelps a affiné ses talents pendant 12 longues années. Ensemble, ils ont mis au point des activités routinières, établi une cadence et travaillé avec régularité pour préparer Phelps à saisir l'élan juste au bon moment, c'est-à-dire au JO. La symbiose entre Phelps et Bowman est légendaire pour sa durée, son ambition et sa totale prévisibilité. Bowman était un entraîneur tellement intransigeant que l'un des souvenirs les plus marquants de Phelps est le jour où il l'a autorisé à quitter l'entraînement 15 minutes plus tôt, pour qu'il ait le temps de se préparer pour le bal du collège. Une seule fois en 12 ans. Pas étonnant que Phelps soit imbattable. Vous avez sans doute un iPod. Avez-vous jamais réfléchi aux avancées technologiques qu'il a fallu pour que ce petit gadget atterrisse dans votre poche ? Apple était sur le marché depuis déjà longtemps avant de lancer l'iPod. Le Mac a toujours eu une clientèle très fidèle, mais à l'époque relativement limitée sur le marché du PC. Et l'iPod n'a pas été le premier MP3. Apple est en fait arrivé assez tard dans ce domaine. Mais l'entreprise disposait d'atouts de taille, des efforts constants pour s'assurer la fidélité de la clientèle, ainsi qu'un engagement sans faille à créer des produits de grande qualité et simples d'utilisation au design innovant. Apple a rendu le MP3 simple, cool, pratique, ludique et populaire au travers de campagnes de publicité branchées et inventives. C'était la recherche du succès. L'iPod n'a pourtant pas marché du premier coup. En 2001, année du lancement de l'iPod, les bénéfices d'Apple ont baissé de 33%, alors qu'ils avaient augmenté de 30% l'année précédente. Les bénéfices ont encore baissé de 2% en 2002. Mais en 2003, ils ont augmenté de 18%, de 33% en 2003, et en 2005, bingo, ils ont explosé à 68%, et Apple a pris le contrôle de 70% du marché du MP3. Comme vous le savez, cet élan a depuis aidé Apple à dominer le marché du smartphone grâce à l'iPhone et de la musique numérique grâce à iTunes. Il a également offert une résurgence à leur marché de départ, celui du PC. Maintenant qu'ils sont sur une telle lancée, je ne serais pas surpris de les voir conquérir de nouveaux marchés. Google était autrefois un petit moteur de recherche. Aujourd'hui, il occupe lui aussi l'essentiel du marché. YouTube, l'espace de partage de vidéos créé en février 2005, a officiellement été lancé en novembre de la même année. Ce n'est pourtant que le jour où YouTube a mis en ligne la version numérique du clip Lazy Sunday, initialement diffusé dans l'émission de télé américaine Saturday Night Live, que le public a commencé à se rendre en masse sur YouTube pour le visionner. Le clip a été vu plus de 5 millions de fois, jusqu'à ce que la chaîne NBC demande à ce qu'il soit retiré de YouTube. Toujours est-il que le site était lancé pour de bon. Aujourd'hui, YouTube est le leader du marché vidéo. Google s'est associé avec les deux jeunes fondateurs de YouTube en les payant 1,65 milliard de dollars. Ça, c'est de la réussite. Alors,
Qu'y a-t-il de commun entre Michael Phelps, Apple, Google et YouTube? C'est que tous ont poursuivi leurs efforts avant et après. C'est grâce à leurs habitudes, leur discipline, leurs activités routinières et leur constance qu'ils ont pu déclencher cet élan et devenir imbattables. Le pouvoir de la routine. Nos meilleures intentions tombent souvent à l'eau car nous ne disposons pas d'un système d'exécution. Concrètement, vos nouvelles attitudes, vos nouveaux comportements doivent être intégrés à votre routine mensuelle, hebdomadaire et quotidienne pour pouvoir avoir un réel impact positif. La routine est quelque chose que l'on fait chaque jour sans faute, jusqu'à ce que cela devienne aussi inconscient que de se brosser les dents ou attacher sa ceinture. Comme nous l'avons dit dans le chapitre sur les habitudes, si vous faites quelque chose de bien, c'est sans doute que vous avez instauré une routine pour cet aspect de votre vie. La routine facilite la vie en rendant les actions automatiques et concrètes. Elle est nécessaire à la concrétisation de vos nouveaux objectifs et à la mise en place de vos nouvelles habitudes. Plus le défi est grand, plus il faut être rigoureux. Ce n'est pas un hasard si le service militaire est à ce point difficile et si la moindre petite tâche, faire son lit, cirer ses chaussures ou se mettre au garde à vous, revêt soudain une importance suprême. Ces activités routinières qui servent à préparer les futurs soldats au combat sont la façon la plus concrète de les entraîner à être efficaces, productifs et prêts à agir quand la pression sera intense. Toutes ces tâches en apparence simplistes sont si rigoureuses qu'elles transforment des adolescents mous, craintifs et débraillés en soldats athlétiques sûrs d'eux et déterminés en seulement 8 à 12 semaines. Leurs exercices sont si bien huilés que ces jeunes soldats peuvent instinctivement agir avec précision en plein combat. L'intensité de leur entraînement les prépare à accomplir leurs devoirs, même en cas de danger de mort. Bien entendu, votre vie n'est pas aussi risquée que cela, mais si vous n'instaurez pas la moindre routine dans votre emploi du temps, votre vie peut finir par être désordonnée et inutilement difficile. Mettre au point une discipline quotidienne vous préparera à être victorieux sur le champ de bataille de votre vie. Le golfeur Jack Nicklaus était célèbre pour la petite routine à laquelle il se livrait avant chaque coup. C'est scrupuleusement qu'il exécutait une sorte de danse, une série de mesures mentales et physiques qui l'aidaient à bien se concentrer avant de frapper la balle. Jack se positionnait d'abord derrière la balle, d'où il repérait 1 ou 2 points intermédiaires entre la balle et la cible. En s'approchant, il alignait son club avec sa cible intermédiaire. Il ne plaçait pas ses pieds tant qu'il ne pensait pas avoir correctement aligné son club. Puis il se mettait en position et de là, il remuait son club en fixant sa cible, puis sa cible intermédiaire, puis son club de golf, puis il répétait l'opération. Ce n'est qu'alors, pas avant, qu'il frappait la balle. Durant l'un des plus importants tournois, un psychologue s'est amusé à chronométrer Nicklaus de l'instant où il sortait un club de son sac jusqu'à l'instant où il frappait la balle. Et vous savez quoi? À chaque coup, du premier tee au 18e green, le timing de Jack n'a jamais varié de plus de 1 seconde. C'est stupéfiant. Ce même psychologue a chronométré Greg Norman lors de sa défaite au Masters de 1996. Il se trouve que la préparation de Norman avant chaque coup s'est de plus en plus raccourcie au fil du parcours. Cette variation de routine a cassé son rythme et sa régularité, et il n'a jamais pu retrouver l'élan nécessaire. Dès que Norman a changé de routine, sa performance est devenue imprévisible et ses résultats aléatoires. De la même façon, les kickers de football américain sont très attachés à leur routine, qui leur permet d'exécuter leur lancer avec la même précision que les milliers de fois précédentes. Sans cette routine, leur performance sous pression est inévitablement beaucoup moins bonne. Les pilotes d'avion procèdent eux aussi à des vérifications avant chaque vol. Un pilote, aussi aguerri soit-il, et même si la vérification de l'avion à sa destination précédente a été parfaite, procède toujours à une série de contrôles avant le vol. C'est important non seulement pour l'appareil, mais aussi et surtout pour le pilote qui se concentre et se prépare ainsi à prendre les commandes. Parmi tous les gens prospères et les chefs d'entreprise avec qui j'ai travaillé,
j'ai constaté que tous avaient mis au point ce genre de routine associée à de bonnes habitudes pour accomplir leurs activités quotidiennes. Il n'y a pas d'autre moyen dont nous disposions pour réguler notre comportement de façon prévisible. C'est une routine quotidienne axée sur de bonnes habitudes et une bonne discipline qui distingue les gens qui réussissent de tous les autres. Pour y parvenir, vous devez d'abord décider des comportements et des habitudes que vous souhaitez mettre en place. Revoyez vos objectifs du chapitre 3, ainsi que les comportements que vous souhaitez ajouter et soustraire. Maintenant, à vous de devenir Jack Nicklaus et de trouver votre propre routine. Réfléchissez bien aux éléments qui vont la composer. Une fois que vous aurez établi votre routine du matin, par exemple, considérez-la comme figée jusqu'à nouvel ordre. Levez-vous, faites votre routine, point final. Si vous êtes interrompu, recommencez pour bien ancrer le reste de votre journée. Délimitez vos journées. La réussite de vos tentatives dépend des routines que vous vous imposez. Il peut être difficile, voire vain, de vouloir prévoir ou contrôler ce qui va se produire dans le courant de votre journée de travail. En revanche, vous pouvez presque toujours contrôler la façon dont votre journée va commencer et se terminer. J'ai moi-même une routine pour le matin et une pour le soir. Je vais vous les décrire ici afin de vous donner quelques idées et de vous aider à mieux comprendre le pouvoir et l'importance de transformer vos nouveaux comportements en routines rigoureuses. En partant des objectifs que je m'étais fixés, j'ai établi divers comportements et activités routinières. En lisant ce qui m'a réussi, peut-être trouverez-vous des stratégies que vous aimeriez essayer. Bon pied, bon œil. Ma routine du matin ressemble au rituel de Jack Nicklaus. Elle me prépare pour toute la journée. Comme elle a lieu chaque matin, je n'ai pas à y penser, elle se fait automatiquement. L'alarme de mon iPhone sonne à 5h, parfois 5h30, j'avoue. J'appuie sur le bouton snooze, ce qui me laisse 8 minutes. Pourquoi 8 ? Aucune idée. Il faudrait demander à Steve Jobs, c'est lui qui l'a programmé. Durant ces 8 minutes, je fais 3 choses. Premièrement, je pense à tout ce dont je suis reconnaissant pour ouvrir mon esprit à l'abondance. Le monde vous paraît différent et vous répond différemment quand vous commencez la journée en vous sentant reconnaissant de ce qu'il vous donne. Deuxièmement, je fais quelque chose qui peut paraître bizarre, mais j'envoie de l'amour à tout le monde. Pour être aimé, il faut aimer, et comme je veux être aimé davantage, j'envoie de l'amour en pensant à une personne en particulier, qui que ce soit. Un ami, un parent, un collègue, ou même quelqu'un que j'ai croisé au supermarché, peu importe. J'envoie de l'amour à cette personne en imaginant toutes les bonnes choses que je lui souhaite. On pourrait appeler cela une bénédiction ou une prière. Pour moi, c'est une lettre d'amour imaginaire. Troisièmement, je pense à mon objectif numéro 1 et je décide quelles sont les 3 choses que je vais faire dans la journée pour m'en rapprocher. Par exemple, au moment d'écrire ceci, mon objectif numéro 1 est d'apporter encore plus d'amour et de complicité à mon mariage. Alors, chaque matin, je planifie 3 choses que je pourrais faire pour que ma femme se sente encore plus belle, aimée et respectée. Une fois levé, je prépare le café et pendant qu'il chauffe, je fais des étirements pendant 10 minutes, sur les conseils du Dr Oz. Si, comme moi, on a fait de la musculation toute sa vie, on se raidit. J'ai réalisé que la seule façon pour moi de pratiquer plus d'étirements était d'en faire une routine. Il fallait que je trouve un moment dans mon emploi du temps, alors pourquoi pas pendant que le café chauffe. Une fois étiré, ma tasse de café à la main, je m'assieds confortablement dans mon fauteuil en cuir. Je règle l'alarme de mon iPhone sur 30 minutes, ni plus ni moins, et je lis quelque chose de positif et d'instructif. Quand l'alarme sonne, je m'attelle à mon projet le plus important pendant 1 heure de concentration complète. Vous remarquerez que je n'ai pas encore ouvert mes emails. Puis, chaque matin à 7h sans faute, je tiens ce que j'appelle mon rendez-vous de calibrage, c'est-à-dire 15 minutes pendant lesquelles je calibre ma journée. J'y passe en revue mes 3 objectifs principaux sur 1 an et sur 5 ans, mes objectifs principaux pour le trimestre et mon objectif principal pour la semaine et pour le mois. Puis, partie la plus importante de ce rendez-vous de calibrage, je passe en revue où je me fixe mes 3 priorités les plus essentielles de la journée en me demandant si je ne faisais que 3 choses aujourd'hui,
quelles seraient les actions qui produiraient les meilleurs résultats et me rapprocheraient le plus de mes grands objectifs. Ce n'est qu'à ce moment-là et pas avant que j'ouvre mes emails et que j'envoie une flopée de tâches et de choses à faire à mon équipe, afin qu'elle soit prête à commencer sa journée. Je referme rapidement mes emails et je me mets à travailler sur mes 3 priorités les plus essentielles de la journée. Le reste de la journée peut revêtir des formes variées à l'infini, mais tant que je respecte ma routine matinale, l'essentiel de mes activités régulières est assuré et je suis correctement ancré et préparé pour bien travailler, bien mieux que si je commençais chaque journée de façon aléatoire ou pire encore, en m'adonnant à de mauvaises habitudes. De beaux rêves. Le soir, j'aime faire mes comptes, habitude qui me vient du temps où plus jeune j'ai été serveur. Avant de rentrer chez nous, nous devions remettre tous nos reçus, tous nos tickets de carte de crédit et tout le liquide que nous avions encaissé au cours de la journée, et nous avions intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Il est important de faire le compte de votre journée de travail. Comment vous en êtes-vous tiré par rapport au plan que vous étiez fixé pour la journée ? Que devez-vous reporter au lendemain ? Que devriez-vous ajouter par rapport à ce qui est arrivé pendant la journée ? Qu'est-ce qui n'a plus d'importance et doit être rayé ? En plus de tout cela, j'aime inscrire dans mon cahier toutes les nouvelles idées, les trouvailles ou les suggestions glanées au cours de la journée. C'est ainsi que j'ai compilé plus de 40 cahiers d'idées, de suggestions et de stratégies des plus incroyables. Enfin, j'aime lire au moins 10 pages d'un livre qui m'inspire avant d'aller me coucher. L'esprit continuant de traiter les dernières informations absorbées juste avant de dormir, j'aime concentrer mon attention sur quelque chose de constructif qui contribuera à faire progresser mes objectifs et mes ambitions. Puis je m'endors. Il peut bien arriver n'importe quoi au cours de la journée, mais je sais qu'elle commencera et s'achèvera toujours de cette façon, car j'en contrôle le début et la fin. Changer d'air. De temps en temps, j'aime interrompre mes routines, sans quoi la vie se met rapidement à stagner et à devenir monotone. Cela m'arrive par exemple avec la musculation. Quand je m'entraîne de la même façon, à la même heure, à répéter exactement les mêmes mouvements semaine après semaine, mon corps cesse au bout d'un moment d'en tirer les bienfaits cumulés. Je finis par m'ennuyer et par perdre de ma passion et de mon élan. C'est pourquoi il est important de diversifier vos activités, de vous lancer de nouveaux défis et de régulièrement faire souffler un vent de nouveauté sur votre vie. Actuellement, je cherche à rendre ma vie un peu plus aventureuse. Je programme de façon hebdomadaire, mensuelle et annuelle des choses que je ne ferais pas habituellement. Rien d'extravagant, la plupart du temps, goûter d'autres cuisines, suivre un cours, visiter une destination inconnue ou m'inscrire à un club pour faire de nouvelles rencontres. Ce changement de rythme me redonne enthousiasme et passion en me présentant de nouvelles perspectives. Étudiez vos activités routinières. Si quelque chose qui vous donnait la pêche autrefois est devenu monotone ou ne vous procure plus les résultats escomptés, alors changez. Trouvez votre nouveau rythme. Une fois que vos tâches quotidiennes sont devenues routinières, il faut leur appliquer un rythme. Quand ces activités routinières ont trouvé leur rythme hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel, vous ouvrez la porte à cet élan tant attendu. Cela fonctionne comme les roues d'une locomotive. À l'arrêt, il en faut très peu pour les empêcher d'avancer. Un bloc de bois de quelques centimètres placé sous la roue avant suffit à tout arrêter. Il faut une quantité considérable de vapeur pour actionner les pistons et entraîner le mouvement. Cela prend du temps. Mais une fois que le train se met à avancer, les roues prennent un rythme. Si la pression est continue, le train prend de l'élan, et là, plus rien ne peut l'arrêter. À 90 km/h, il est capable de défoncer un mur de béton armé d'1,50 m d'épaisseur, tout en continuant sa course. Imaginez votre réussite comme une locomotive impossible à arrêter vous aidera peut-être à rester enthousiaste et à trouver votre propre rythme. Outre mes rythmes quotidiens, je planifie également à l'avance. Par exemple, pour renforcer l'objectif que je me suis fixé d'approfondir l'amour et la complicité de mon mariage, j'ai mis au point un planning hebdomadaire, mensuel et trimestriel. Je sais,
Ce n'est pas très romantique, mais peut-être avez-vous remarqué que même lorsqu'une chose compte beaucoup à vos yeux, elle se concrétise rarement si vous ne l'avez pas prévue dans votre calendrier, ou du moins pas avec la régularité qu'il faudrait pour prendre un véritable rythme. Voici comment nous procédons. Le vendredi soir est notre soirée en amoureux. Georgia et moi sortons ou faisons ensemble quelque chose qui sort de l'ordinaire. À 18h, une alarme se déclenche sur nos iPhones respectifs. Et, quoi que nous fassions à ce moment-là, tant pis, car c'est le début officiel de notre soirée en amoureux. Le samedi est notre journée en famille, ce qui signifie interdiction de travailler. Bref, la période du vendredi soir au dimanche matin est consacrée à notre couple et à notre famille. Si vous ne délimitez pas votre temps de cette façon, les choses ont tendance à se reporter d'un jour sur l'autre, et malheureusement, ce sont souvent les personnes les plus importantes qui se trouvent reléguées au deuxième plan. Chaque dimanche soir à 18h également, nous passons en revue notre relation. C'est une pratique que j'ai empruntée aux experts en relations, Linda et Richard R., lors d'une interview parue dans les séries audio de Success en octobre 2009. Nous y discutons des victoires et des défaites de la semaine écoulée, et des ajustements que nous devons apporter à notre relation. Nous entamons la conversation en nous disant mutuellement des choses que l'autre a faites pendant la semaine et qui nous ont plu. C'est toujours bien de commencer par les choses agréables. Puis, pour utiliser une idée empruntée lors d'une interview avec Jack Canfield, nous nous demandons, sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus positif, comment évaluerais-tu notre relation cette semaine ? Nous échangeons alors les points positifs et les points négatifs, ce qui n'est pas toujours facile. Puis nous parlons des ajustements à apporter en nous demandant « Que faudrait-il pour que tu donnes 10 sur 10 à notre relation ?» À la fin de la discussion, ma femme et moi sentons tous deux que nos opinions ont été écoutées et validées et que nous avons chacun fait état de nos observations et de nos souhaits pour la semaine suivante. C'est une expérience incroyable que je vous recommande vivement si vous en avez le courage. Chaque mois, Georgia et moi prévoyons également un moment unique et mémorable. Jim Rohn m'a appris que la vie n'était qu'un amas d'expériences et que nous devions avoir pour objectif d'accroître la fréquence et l'intensité des bonnes expériences. Une fois par mois, donc, nous essayons de nous concocter une expérience des plus mémorables. Faire une expédition à la montagne, partir en randonnée, conduire jusqu'à Los Angeles pour essayer un nouveau restaurant, faire du voilier dans la baie, quelque chose qui sorte de l'ordinaire et crée un souvenir indélébile. Une fois par trimestre, nous nous accordons une sortie de 2 ou 3 jours. J'aime passer en revue mes objectifs et mes expériences de vie, car c'est aussi l'occasion d'observer plus en profondeur l'état de santé de notre relation. Enfin, nous partons une fois par an en vacances, sans oublier les traditionnelles périodes de fête, notre excursion du Nouvel An et notre rituel consistant à fixer nos objectifs. Comme vous le voyez, une fois que tous ces événements sont planifiés, vous n'avez plus à penser à ce que vous devez faire. Tout coule de source. Nous nous sommes trouvés un rythme qui nous donne de l'élan. Établir le suivi de votre rythme. Je vais partager avec vous un outil qui m'aide à suivre le rythme de mes nouveaux comportements. Je l'ai baptisé mon registre de fréquence. Je pense que vous le trouverez extrêmement utile. Que vous décidiez de boire plus d'eau, de marcher davantage chaque jour ou d'être plus affectueux envers votre conjoint, quel que soit le comportement choisi pour vous rapprocher de votre objectif, vous trouverez utile de vérifier à quelle fréquence vous le mettez en pratique. Les rythmes de vie. Quand on met en place un nouveau comportement, on a presque toujours tendance à trop en faire. Bien sûr, je veux que vous soyez enthousiaste à l'idée d'imprimer une nouvelle dynamique à votre vie, mais il vous faut trouver un rythme qu'il vous sera absolument possible de suivre à long terme sans avoir à y revenir. Ne pensez pas à un rythme que vous allez pouvoir suivre pendant une semaine, un mois ou même 3 mois. Pensez à une routine que vous allez pouvoir suivre tout le reste de votre vie. L'effet cumulé, c'est-à-dire les effets positifs que vous souhaitez obtenir, résulte de choix et d'actions intelligents et répétés régulièrement dans la durée.
Vous y parviendrez en adoptant les mesures appropriées tous les jours. Mais si vous en faites trop et trop vite, vous échouerez. Un ami de l'équipe de Success, dont je tairai le nom par gentillesse, a décidé un jour de se remettre en forme après avoir vu la photo de lui que j'avais affichée sur Twitter. Pour lui, c'était une sacrée résolution. Il restait en effet assis au moins 12 heures par jour au travail et éprouvait une aversion pour toute forme d'exercice. Il m'avait expliqué auparavant qu'il évitait même de prendre certaines assiettes dans la cuisine ou certains dossiers au bureau pour ne pas avoir à s'agenouiller ou à se pencher, c'est-à-dire combien il détestait toute activité physique. Il avait pourtant décidé de retrouver la forme. Il s'est inscrit à un club de gym, a engagé un entraîneur personnel et s'est mis à faire 2 heures de sport par jour, 5 jours par semaine. « Richard, supposons qu'il s'appelle ainsi, lui ai-je dit, tu fais fausse route. Tu ne réussiras jamais à garder ce rythme et tu finiras par laisser tomber. Tu n'y arriveras pas de cette façon. » Il m'a assuré que non, qu'il avait changé. Même son entraîneur lui avait recommandé d'y aller fort. « Je suis déterminé, m'a-t-il dit. Je veux pouvoir voir mes abdos. »« Richard, quel est ton vrai objectif ?» lui ai-je demandé, me doutant bien qu'il ne projetait pas de poser pour un magazine de musculation. « Je veux être svelte et en bonne santé, m'a-t-il répondu. « Pourquoi ?» lui ai-je demandé. « Pour avoir de la vitalité. Je veux rester en vie assez longtemps pour voir les enfants de mes enfants. » Voilà, telle était sa véritable motivation. Richard souhaitait des résultats qui durent plus longtemps que ses 2 semaines de vacances à la plage. Il cherchait un effet durable. « D'accord, lui ai-je dit, tu m'as convaincu, mais tu en fais trop. Au bout de 2 ou 3 mois de ce traitement, tu vas te dire « Je ne peux pas passer 2 heures à m'exercer aujourd'hui, alors tant pis. » Cela se reproduira de plus en plus. De 5 jours d'entraînement par semaine, tu n'en feras plus que 2 ou 3, puis tu perdras toute envie et ce sera fini. Je sais que tu es vraiment motivé, alors voici ce que je te conseille. Pour l'instant, continue de faire tes 2 heures de sport par jour pendant 5 jours. Il faut beaucoup de vapeur pour faire bouger les roues de la locomotive, mais pas plus longtemps que 2 ou 3 mois. Ensuite, passe à 1 heure par jour ou 1h15. 5 jours par semaine si tu veux, même si je t'encouragerais à n'en faire que 4 jours. Continue pendant 2 à 3 mois. Ensuite, passe à 1 heure par jour, 3 jours par semaine au moins. 4 si tu te sens vraiment d'attaque. Voilà le programme que je te conseille, parce que si tu te fixes un rythme que tu ne pourras pas tenir, tu finiras par arrêter pour de bon. J'ai vraiment eu du mal à faire comprendre ce concept à Richard, tant il était gonflé à bloc. Il pensait vraiment réussir à tenir cette nouvelle routine tout le reste de sa vie. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, se mettre à pratiquer 2 heures de sport par jour, 5 jours par semaine, est le meilleur moyen d'échouer. Fixez-vous un programme que vous serez capable de suivre pendant les 50 prochaines années, pas 5 semaines ou 5 mois. Il n'y a aucun mal à y aller fort pendant un certain temps, mais vous devrez voir la lumière au bout du tunnel en sachant que vous pourrez ralentir le rythme à un moment donné. Vous trouverez toujours 45 minutes ou 1 heure de libre plusieurs fois par semaine, mais une routine de 2 heures par jour, 5 jours par semaine, c'est impossible. N'oubliez pas, la régularité est un élément essentiel du succès. Le pouvoir de la régularité. Et je l'ai dit en termes de discipline, s'il y a une chose qui me donne un avantage sur mes concurrents, c'est bien ma capacité à agir avec régularité. Rien n'enraye autant l'élan qu'un manque de régularité. Les gens les plus passionnés, les plus ambitieux et les mieux intentionnés peuvent échouer par manque de régularité. C'est un outil puissant qui vous aidera à prendre votre envol et à atteindre vos objectifs. Imaginez, si vous et moi pilotions 2 avions entre Los Angeles et Manhattan, mais que vous faites escale dans tous les États qui séparent ces 2 villes, pendant que je me rends directement à destination, j'aurai une grosse longueur d'avance sur vous, même si vous volez à 800 km/h et moi à 300 km/h. Le temps et l'énergie qu'il faut pour vous arrêter et repartir, et donc reprendre de l'élan à chaque fois, rendent votre trajet au moins 10 fois plus long. En fait, la probabilité veut que vous n'arriveriez même pas à destination. Vous tomberiez en panne de carburant, d'énergie, de motivation, de foi, de volonté,
avant l'atterrissage. Il est bien plus facile et moins fatigant de décoller une seule fois et de maintenir une vitesse régulière, même si vous allez moins vite que tout le monde sur toute la durée du trajet. Le puits. Si vous envisagez d'interrompre vos activités routinières et votre rythme, pensez à ce que ce manque de régularité vous vaudra. Il ne vous en coûtera pas seulement les résultats immédiats, mais un effondrement total et une perte d'élan générale. Imaginez un puits actionné manuellement dont le tuyau achemine l'eau située à quelques mètres sous terre. Pour faire affleurer l'eau à la surface, il faut actionner le levier du puits afin de créer un appel d'air et ainsi faire monter l'eau jusqu'au puits. La plupart des gens qui entreprennent quelque chose de nouveau saisissent le levier et se mettent à l'actionner très fort. Tout comme Richard, déterminé à retrouver la forme, ils sont enthousiastes et déterminés, et pompent de plus belle. Mais au bout de quelques minutes, ou quelques semaines, lorsqu'ils constatent que l'eau ne vient pas, donc qu'il n'y a aucun résultat, ils arrêtent tout. Ils ne savent pas qu'il faut du temps pour créer l'appel d'air nécessaire à faire monter l'eau dans le tuyau et à terme au robinet. À l'image du tourniquet, de la fusée ou de la locomotive, rompre l'inertie requiert du temps et énormément d'énergie et de régularité. La plupart des gens abandonnent en cours de route, mais ceux qui comprennent ce concept poursuivent leurs efforts. Ceux qui persévèrent et continuent d'actionner le levier finissent par voir couler quelques gouttes d'eau. C'est là qu'on leur dit souvent « Quoi, tant d'efforts pour 3 pauvres gouttes d'eau? Laisse tomber !» Beaucoup abdiquent, mais d'autres persévèrent encore. Et c'est là que, abracadabra, la magie opère. Si vous continuez de pomper, vous verrez que soudain un flux d'eau puissant et constant jaillira du puits. Ça y est, vous avez réussi. Maintenant que l'eau coule à flot, plus besoin de pomper aussi fort ou aussi vite, cela devient même facile. Pour maintenir la pression, il vous suffit à présent d'actionner le levier avec régularité. C'est ça, l'effet cumulé. Que se passe-t-il si vous arrêtez d'actionner le levier pendant trop longtemps ? L'eau retombe et vous n'avez plus qu'à tout recommencer. Si vous essayez de pomper gentiment, vous n'aurez pas d'eau. L'élan est parti. La seule façon de faire rejaillir l'eau est de recommencer à actionner le levier très fort comme au début. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent leur vie par à-coups. On lance une nouvelle entreprise et puis on part en vacances. On met en place une routine consistant à passer 10 appels de prospection par jour, on gagne un peu d'argent et on ralentit le rythme. On est tout enthousiasmé par la mise en place de régulières soirées en amoureux avec notre conjoint, mais quelques semaines plus tard, c'est retour devant la télé à manger du popcorn sur le canapé. Je vois beaucoup de gens acheter un livre, s'inscrire à un programme ou un séminaire et s'agiter pendant quelques semaines ou quelques mois, avant de tout arrêter et de retourner à leurs vieilles habitudes. Ça vous rappelle quelqu'un ? Manquez ne serait-ce que 2 semaines de séances de gym, de gestes d'affection envers votre conjoint ou d'appels professionnels, et vous ne perdez pas seulement les bénéfices de ces 2 semaines, si ce n'était que ça. Comme le pensent la plupart des gens, ce ne serait pas très grave. Relâchez vos efforts à un bref instant et c'est tout votre élan que vous tuez. Il est mort. Et c'est une tragédie. Gagner la course est une question de rythme. Soyez la tortue, la personne qui, avec suffisamment de temps, peut vaincre qui que ce soit, quelle que soit la compétition, grâce à des habitudes et des comportements positifs appliqués avec régularité. C'est ainsi que vous acquérerez l'élan nécessaire. Ensuite, soyez sûr de le garder. Faire le bon choix, adopter des comportements positifs, instaurer de bonnes habitudes avec régularité, tout en conservant votre élan est plus facile à dire qu'à faire. Surtout dans le monde changeant et toujours plus complexe que nous partageons actuellement avec des milliards d'autres êtres humains. Dans le prochain chapitre, je parlerai des nombreuses influences qui, inconsciemment pour la plupart, peuvent favoriser ou au contraire entraver votre capacité à réussir. Ces influences sont puissantes, persuasives et constantes. Apprenez à vous en servir, car, dans le cas inverse, elles peuvent vous faire perdre gros. Je vais vous expliquer. Laissez l'effet cumulé se mettre à l'œuvre. Résumé des mesures à prendre. Fixez-vous une routine pour bien commencer et conclure votre journée. Mettez au point une routine simple et à toute épreuve pour l'appliquer à votre vie. Distinguez 3 domaines de votre vie dans lesquels vous manquez de régularité.
Que vous a coûté ce manque de régularité jusqu'à présent? Engagez-vous à être plus constant à l'avenir. Sur votre fiche fréquence hebdomadaire, inscrivez une demi-douzaine de comportements clés en rapport avec vos nouveaux objectifs. Choisissez les comportements pour lesquels vous aimeriez établir une cadence et à terme créer un élan.